Bonsoir, je me présente, je suis Betty Calbel et donc j'ai fait l'école Hypnosalis en 2017-2018. Je suis comment ça s'appelle, de la promo Olympe de Gouges. Et avant de faire cette école, en fait, dans une vie antérieure, on va dire, de cette vie-ci, j'étais commerciale. Et puis, j'ai commencé à faire un travail sur moi parce que j'étais porteuse de secrets, sans savoir qu'un secret, ça pouvait être handicapant dans notre vie. Et en 2011, ma mère a fait un cancer de l'œsophage. Et ma mère a été une femme extraordinaire parce qu'elle a été mon bourreau jusqu'au bout. Et elle ne me voulait pas. Et en 2011, j'ai commencé à entendre des voix dans ma tête. Je ne suis pas sénile ni débile, mais il y a des choses qui commençaient à émerger en moi. On va parler de la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine en ce moment. Il y en a quand même beaucoup qui doivent être dans ces âges-là. À un moment donné, il y a l'âme qui a besoin de s'exprimer et qui va prendre le dessus sur la personnalité que vous êtes toutes et tous. Et à chacun de faire son chemin. Vous êtes tous et toutes là parce que vous avez fait un chemin, vous êtes dedans et vous avez besoin de comprendre qui vous êtes au plus profond. Mais au-delà de ça, vous avez besoin d'accompagner ceux qui n'ont pas encore les clés ou les codes pour ça. Et moi, ma manière de comprendre qui j'étais était que je portais des secrets familiaux. D'où cette discipline de la psychogénéalogie que j'ai commencé en 2012-2013, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Juste pour vous... Aujourd'hui, je travaille dedans. Je suis psychogénéalogiste, je suis médium. Et l'hypnose, c'est vraiment pour vous. Quand j'ai des gens qui viennent, je les renvoie à ceux que je connais parce que chacun son domaine. Mais en fait, ma mère a développé un cancer de l'œsophage quand moi, j'avais 37 ans. Et que j'ai accouché de ma dernière fille, j'ai 4 enfants. Sur les 4, il y en a 3 qui sont vivants, et puis il y en a un que j'ai perdu. C'était une fausse couche, c'était le premier. Et ce qui est génial en psychogénéalogie, c'est ce que je vais vous expliquer ce soir. L'outil qu'est la psychogénéalogie, vous, en tant que thérapeute, en faisant une anamnèse, elle n'est pas à négliger parce que c'est vraiment quelque chose qui vous permet, quand vous avez votre consultant, votre consultante qui vient pour une problématique, de dire « Ah, on ne va pas négliger le côté familial » parce qu'on peut porter des mémoires de nos aïeux. Alors, par fidélité, on reproduit les mêmes choses sans savoir que l'on reproduit parce que tant que le secret n'est pas dévoilé, c'est une fidélité qui se perpétue. Et donc, comme je vous expliquais, moi j'ai 4 enfants. Les fausses couches comptent dans un travail de psychogénéalogie. Et ma mère a développé son cancer de l'œsophage. Le cancer de l'œsophage, c'est la gorge. Je me souviens quand le médecin lui a dit « Vous fumez, madame ?» Elle dit « Non, je ne fume pas, je n'ai jamais fumé. »« Vous buvez alors ?»« Ben non, je ne bois pas. » Alors c'est héréditaire. Évidemment, la maladie, elle est super parce que la maladie, elle touche nos cellules, mais qui touche aussi nos cellules familiales. Les deux, et surtout quand c'est des cancers, ont un lien. Le cancer est souvent une maladie d'ordre émotionnel. Et quand on a vécu un trauma ou quelque chose qui nous a marqué dans notre enfance ou un peu plus tard, il se peut qu'on ne fasse pas spécialement attention et puis vers 60 ans, paf, biochoc, on tombe dedans et on révèle le cancer. Et donc c'est important quand même d'avoir cette trame généalogique et psychogénéalogique parce que dans la psychogénéalogie, il y a la psychologie familiale, c'est-à-dire comment on se porte au sein de notre famille, quel est notre rôle, quelle place j'occupe au sein de ma fratrie ou au sein de mon clan. Le prénom que je porte est très important. La date de naissance est importante parce que la date de naissance définit une empreinte de naissance qui est unique et qui appartient à chacun d'entre nous. On peut, par exemple, moi je suis née le 13 janvier, mon conjoint est né le 13 janvier, mais on n'a pas du tout les mêmes parcours de vie. Alors tous les deux, on est Capricorne, 3e décan, mais ça n'a rien à voir. Donc, il y a cet outil-là qui, à un moment donné, permet de se dire, tiens,
peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est joué au sein de la famille. Je suis née en 1971. Qu'est-ce qui s'est passé dans la famille de mon consultant, de ma consultante, en 1871 ? On est sur des guerres. C'est toujours intéressant. La personne peut venir pour une problématique X ou Y. Moi, je vous dirais, la psychogénéalogie, je suis tombée dedans comme Obélix. J'ai mis les doigts dans la confiture et je ne les ai plus jamais ressortis. Et je continue à manger de la confiture tellement c'est bon, tellement il y a d'outils qui nous permettent de trouver des secrets ou des non-dits au sein de notre famille. Et je peux vous garantir, on en a tous. Parce qu'on vient travailler quelque chose dans cette vie-ci, on est bien plus que ce que l'on est en tant que personnalité. On est cette âme qui est comme une empreinte, mais une empreinte démultipliée. Donc on a eu des vies avant, on en aura d'autres après, et dans cette vie-ci, on s'accorde, puisqu'on est sur Terre, de vivre l'émotionnel. Et l'émotionnel, ce n'est pas facile. Donc on fait tant bien que mal avec notre clan qu'on a décidé de choisir dans cette vie-ci pour travailler sur nos problématiques. Et vous avez dans vos consultants des gens qui viennent en disant, par exemple, je ne comprends pas, ça ne marche pas avec les hommes, j'y arrive pas. Si c'est une femme, je ne comprends pas. Et là, quand vous faites votre anamnèse, ce qui est intéressant, c'est de connaître un petit peu l'histoire familiale de la maman, puisqu'on récupère quand même des mémoires qui peuvent être du côté paternel ou du côté maternel. Et avec la psychogénéalogie, je vais vous donner des exemples concrets, les miens, qui vous permettent de dire, tiens, ça, c'est peut-être pas à négliger. Parce qu'on peut aller sur une problématique en restant dans ce qu'elle va vous dire, la personne. Et en fait, ce qui est très intéressant dans votre anamnèse, mais je ne vous apprends rien, vous le savez aussi bien que moi, c'est la première phrase. Pourquoi je suis là ? Pourquoi je viens ? Et dans la première phrase, tout est dit. Elle vous dévoile tout sans savoir qu'elle vous dévoile tout. Et avec ça, ce sont des mots-clés qui peuvent vous aider dans son histoire familiale. Ma mère, quand elle a développé le cancer de l'œsophage, ce n'était pas une grande communicante avec moi. C'était très compliqué. Elle n'arrivait pas à communiquer avec sa fille parce qu'elle disait toujours « ma fille, c'est un problème. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une fille comme ça ?» En fait, elle a signé. Et moi, j'ai signé avec et je dis « c'est trop bien. Je veux une mère comme ça. Une mère qui ne m'aime pas, une mère qui me rejette, une mère qui ne me voit pas parce que j'ai mon chemin et qu'elle a le sien. » Donc, on s'est retrouvés là-dedans. Et donc, je me suis intéressée au cancer de l'œsophage. À l'époque, je n'étais pas du tout ouverte, comme je le suis aujourd'hui, dans toutes ces thérapies qui existent, mais j'ai quand même commencé à m'y intéresser. Et l'œsophage, c'est le secret. C'est la gorge. C'est ce qu'on n'arrive pas à sortir, qu'on garde à l'intérieur de soi, qui à un moment donné, forcément, va se révéler parce qu'il y a en psychogénéalogie un âge marqueur qui va faire que, hop, tac, le secret, où il sort, où il reste bloqué. Mais s'il reste bloqué et que la personne qui est porteuse du secret ne le dévoile pas, c'est la descendance qui va le régler ou qui va devoir le régler. Et en fait, je me souviens d'être allée à l'hôpital voir ma mère et ma mère me dit, l'hôpital me dit, votre mère, elle a fait une crise, on a dû l'hospitaliser en soins intensifs, elle ne peut plus parler. Elle était à Strauss, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'était à l'époque un hôpital pour les cancéreux. Et donc, elle a été mise en soins intensifs, donc elle ne pouvait plus parler. Je vais voir ma mère. L'infirmière me dit, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous appuyez sur le petit bouton et on viendra pour l'aider à aller aux toilettes et tout ça. Donc, je me suis retrouvée pour la première fois de ma vie face à ma mère qui n'avait rien à me reprocher puisqu'elle ne pouvait plus parler. J'avais toujours terriblement peur de ma mère. Ma mère me faisait vraiment peur. Parce que chaque fois qu'elle communiquait avec moi, c'était pour me dire que je n'étais pas assez ci, pas assez ça, pas à la hauteur de ci, que je ne faisais jamais les bons choix, que j'ai eu des enfants trop jeunes, que je n'avais pas compris ma vie. Chaque fois que je tombais enceinte, elle me disait « ma pauvre enfant, tu n'as vraiment rien compris ». Évidemment, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Et donc, ma mère a dû aller aux toilettes, forcément. Donc, j'étais assise en face d'elle, en train de me dire « elle va peut-être m'engueuler », mais non, elle ne pouvait pas parler. On se regardait dans le blanc des yeux et elle avait besoin d'aller aux toilettes. Donc, je me suis dit,
je vais prendre sur moi, je vais l'emmener aux toilettes. Elle était dans un état de tétanie parce que sa fille allait la voir d'une manière tellement intime que ça la dérangeait. Et en fait, en repartant de là, pour moi, ça a été un acte symbolique qui a été très fort pour moi. Je me suis dit, pour une fois, ma mère n'a pas pu me reprocher quoi que ce soit, et j'ai eu le plaisir de l'accompagner, de l'aider. Je rentre chez moi et j'entends, il serait peut-être temps que tu connaisses les secrets de ta mère. Je me suis dit, c'est quoi ce truc-là ? 23h30, je prends mon ordi, j'ouvre mon ordi, et ma mère m'a toujours dit, tu sais, dans notre famille, ils sont tous morts à la guerre, il n'y a plus personne. Comme ça, hein, elle ne va pas nous emmerder, elle va pas chercher. Je tape le nom et le prénom de ma mère sur Google. Premier message qui arrive. Je recherche ma sœur, Nicole Kelbel, demeurant quelque part en France, avec la date de naissance de ma mère. Le message existe toujours. Je me dis, ah, c'est marrant, ma mère a une sœur qui est encore en vie. Pourtant, elle m'a dit, ils sont tous morts à la guerre. Donc, c'était signé Sandra. Donc, je réponds à cette Sandra et je dis, je suis sa fille, ma mère est au seuil de sa vie, vous pouvez me contacter, C'était sur un site de généalogie, en fait. Et une semaine passe, tout est lié. Quand vous travaillez sur votre clan, que vous commencez à ouvrir les vannes de votre clan familial, bizarrement, il y a des choses qui s'ouvrent, sans que personne ne soit au courant que vous êtes en train de travailler là-dessus. Et l'hôpital m'appelle, 2-3 jours après, on m'a dit, ça y est, on l'a remis à Strauss, vous pouvez revenir, mais on ne sait pas ce qu'il y a, votre mère, elle est persuadée qu'on veut la tuer. On pense que c'est les médicaments, le trop-plein des médicaments, enfin, il y a un truc. Et puis, au bout d'une semaine, quelqu'un me téléphone, le dimanche soir. La personne m'appelle et elle me dit, je m'appelle Sandra. Je dis, je ne sais pas qui vous êtes, je ne connais pas de Sandra. Vous savez, je suis la dame du message de Google. Ah oui, la sœur de maman, c'est super. Je suis sa fille. Elle me dit, non, vous ne pouvez pas être sa fille. Je dis, si, je m'appelle Betty Kelbel, je suis sa fille. Vous avez remarqué que je porte le nom de famille de ma mère. Et elle me dit, non, je suis sa fille. Je dis, là, il y a un truc que je n'ai pas compris. Et elle me dit, c'est pas tout, j'ai aussi un frère. Ok. Mais vous êtes la fille de qui ? Je suis la fille de Nicole. Et Jean-Christophe, c'est mon frère. Mais vous êtes qui ? J'ai dit, moi, je suis sa fille et j'ai toujours été près de ma mère. J'étais placée en pension quand j'étais toute jeune, mais j'ai toujours été de près la seule personne qui côtoyait le plus souvent ma mère. Et elle me dit, donc, premier secret, boum. En fait, j'avais un frère et une sœur, mais je ne connaissais absolument pas leur existence. Et ma sœur et mon frère étaient bien les enfants de ma mère. On n'avait pas le même père, mais on avait la même mère. Et donc, j'ai tout de suite eu une réaction au niveau du corps. J'ai le visage qui a gonflé, j'ai eu des boutons partout. C'était très joli, parce que j'ai fait un rejet total de ma mère quand j'ai découvert ça. Et je lui dis, ce qui est super, et elle me dit, maman a encore une sœur en vie. Elles étaient 3, mais maman a encore une sœur en vie. J'ai dit, il faut absolument que je vous rencontre, c'est super, ça veut dire que je ne suis pas toute seule. Et j'ai dit, mais vous devez habiter loin. Moi, j'habite au Bernay. Je me suis dit, je ne suis pas originaire du Bas-Rhin, je suis originaire du Haut-Rhin. Ma mère est originaire du Haut-Rhin. Donc, logiquement, je pense que les enfants habitent dans le Haut-Rhin. Elle me dit, non, j'habite Benfeld, c'est à 15 minutes d'Aubernay. Mais elle me dit, mon frère habite au Bernay, dans la même ville que moi. Donc, je vous la fais courte, je suis allée voir ma mère une semaine après. Elle était dans tous ses états sans savoir que je connaissais le secret. Et comme j'avais une peur bleue de ma mère, je ne savais pas du tout comment j'allais lui annoncer ce que je savais. Je ne les avais pas encore rencontrés, mais il y avait comme une cocotte minute qui venait d'imploser. Donc, je me retrouve dans sa chambre. Elle allait très bien. Quand je suis arrivée, elle avait retrouvé la parole. Tout allait bien. Première chose, qu'est-ce que tu as mis au visage ? Tu as vu la gueule que tu as ? Oui. Comment te dire ?
Et je lui dis, il faudrait que je te parle. Bah oui, tu as encore fait une connerie. L'infirmière vient et dit, Madame Kelbel, votre fille aimerait vous. Et elle me dit, je ne connais pas de Sandra. Et je lui dis, Jean-Christophe. Elle me dit, qu'est-ce que tu sais? Ben, j'ai dit, je sais tout. Elle dit, me les fais pas venir à l'hôpital, j'appelle les gendarmes. Alors j'ai dit, c'était la première réaction. Et elle dit, laisse tomber, ils en veulent à mon argent. J'ai dit, mais... Alors bien sûr, j'ai jugé ma mère et j'ai dit, mais ces enfants, tu les as portés. Elle me dit, comment tu es au courant de ça? J'ai dit, je suis par hasard, par le plus grand des hasards. Sandra venait de se marier 2 mois après qu'elle ait mis le message sur Google. Tout s'est joué dans un mouchoir de poche. Je l'aurais fait avant. Sur Google, je n'aurais jamais découvert le secret. Je l'ai fait exactement au bon moment. C'était le timing parfait pour moi. Ma mère n'avait pas l'intention du tout de me parler de son secret. Elle voulait partir avec, d'où le cancer de l'œsophage. C'est pas parce qu'on a trouvé d'où venait la problématique que son cancer s'est réglé, puisqu'elle avait quelque chose à comprendre avec ça. Mais elle avait décidé qu'elle voulait rien savoir, donc elle est restée là-dessus. Mais pour moi, j'avais commencé à mettre les doigts dans la confiture. Et là, je me suis dit, oh, maintenant je comprends pourquoi, où que je sois sur Terre, je ne suis jamais à ma place. Je ne trouve pas ma place. Mais ce qui est génial, c'est qu'un secret ne me suffisait pas, il m'en fallait un deuxième. Le deuxième, c'est que mon père, alors ma mère était la maîtresse de mon père. Mon père est de 1907 et ma mère de 1934. Donc j'avais un père qui était très âgé, très âgé, et que j'ai malheureusement pas eu la chance de connaître longtemps. Et en fait, là c'est pareil, quand je suis tombée enceinte la première fois, j'ai perdu mon enfant, j'avais 18 ans. Je suis tout de suite retombée enceinte une deuxième fois. J'ai gardé cet enfant, qui s'appelle Geoffroy aujourd'hui, et qui a 34 ans. Et ma mère m'a dit à l'époque, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis tombée enceinte une troisième fois de Manon, qui va avoir 33 ans cette année. Ma mère m'a dit, mais un ne te suffit pas, il t'en faut 2. Et puis, 18 ans après Geoffroy, je suis tombée enceinte de nouveau d'une petite fille qui s'appelle Lou, donc la 4e, à l'âge de 37 ans. Quand j'ai découvert le secret de ma mère me dit, j'ai eu 4 enfants, 2 que tu connais, puisqu'entre-temps, j'ai eu la chance de connaître mon demi-frère et ma demi-sœur. Un que je ne voulais pas, alors je ne l'ai pas gardé. Puis toi, je t'ai encore eu, donc... excuse-moi d'exister. Et quand j'ai fait alors, elle a eu sa première fille, Sandra, à l'âge de 27 ans, donc pas du tout comme moi, mais elle a eu une fille, la première. Après, elle a eu un garçon. Non, le premier, c'est elle a eu la fausse couche. Et après, elle m'a eu moi, la 4e. J'ai eu 4 enfants, la dernière, une fille, à l'âge de 37 ans, comme elle. Je me suis mariée. Quand j'ai eu mes 2 premiers enfants, je me suis mariée. Et puis, je me suis mariée avec un homme qui s'appelle Lévi. Lévi, c'est juif. On est d'accord. Jusqu'à présent, c'est juif. Mais il était de confession catholique. Ma mère me dit, quelle idée de se marier avec un juif. Je dis, il n'est pas juif, il est catholique. Lévi, c'est juif. Alors j'ai dit oui, mais en temps de guerre, c'est les premiers qui prennent. Mais comme je ne connaissais pas l'histoire de ma mère à l'époque de mon mariage et que je ne savais rien, je ne comprenais pas pourquoi elle me disait ça. Mais quand j'ai commencé à connaître ma tante, la sœur de maman, qui me dit « Oh, c'est extraordinaire, notre mère, ma grand-mère maternelle, était juive. » Donc, à un moment donné, ce qui est super en psychogénéalogie, c'est que quand on ne veut pas reconnaître quelque chose, la vie vous l'offre toujours sur un plateau. Mais vous pouvez décider de le prendre ou pas. Et donc, c'est là que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à la psychogénéalogie et que j'ai découvert que c'était une discipline incroyable.
Donc, comme Obélix, je suis tombée dans la marmite. Et pour donner un exemple de marmite, il se peut que des fois, chez vos consultants, vous avez des personnes qui viennent pour une problématique de poids. Donc, on va se dire, ok, peut-être qu'elle a subi des attouchements, peut-être elle met des protections autour d'elle, peut-être que dans la famille, je ne sais pas, plein de raisons. Quand quelqu'un a du poids, c'est toujours intéressant de lui demander qu'est-ce qu'elle sait des oncles, qu'est-ce qu'elle sait de son père, qu'est-ce qu'elle sait des hommes de son clan au niveau de l'alcool. Parce qu'elle peut porter les mémoires d'un homme qui buvait. Parce qu'à l'époque, on va dire 2 ou 3 générations avant nous, il n'y avait pas les médicaments. Donc quand on n'était pas bien, on buvait. Et on laissait passer comme ça. Et on buvait, et on buvait, et on buvait. Et à un moment donné, dans la descendance, il y a quelqu'un, dans la famille, bizarrement, juste une seule, qui va prendre du poids, alors que les autres sont tous fins. C'est pas qu'elle n'est pas l'enfant du père, c'est juste que peut-être elle porte les mémoires de quelqu'un qui buvait. Donc quand on rentre dans ce processus-là et qu'elle se dit « Ah, oui, effectivement, il y avait mon père qui buvait, bon, après, pas tant que ça, mais il y avait mon oncle, le frère de papa ou le frère de maman. Ah, ok, comment il s'appelle, ce garçon ?» Parce qu'en psychogénéalogie, vous êtes porteur aussi de votre prénom. Et le prénom définit aussi votre personnalité, puisque c'est une musicalité que vous allez porter toute votre vie. Et donc, avec le prénom, vous pouvez peut-être retrouver quelque chose. Si par exemple, on va dire l'oncle s'appelait Pascal et que la fille s'appelle Pascal, on n'a même pas besoin d'aller chercher plus loin. Elle est venue porter les mémoires de cet homme alcoolique. Et en fait, elle a, à un moment donné, à un âge marqueur, elle a décidé de prendre du poids pour ne pas sombrer dans l'alcool. Juste le fait de savoir ça lui permettra de commencer un processus d'amaigrissement. C'est juste un exemple parmi tant d'autres, mais il n'est pas à négliger. Quand par exemple, vous avez quelqu'un, comme je vous ai dit, qui dit « j'arrive pas à construire ma vie, c'est compliqué les hommes ». Alors, qu'est-ce qui fait que c'est compliqué ? On va chercher dans l'enfance, qu'est-ce qui s'est passé ? J'étais mariée, mais en fait, mon mari m'a quittée pour une femme plus jeune, et ça a généré un conflit, et puis depuis, je rame, je ne trouve personne. En fait, j'ai perdu mon identité. Et en fait, si on s'intéresse un petit peu à son histoire, on essaye de voir si, par exemple, la mère, la grand-mère ou la tante avait le syndrome du prince charmant, c'est-à-dire qu'elle attendait toujours l'homme parfait. Mais peut-être qu'on peut trouver, elle peut dire par exemple « Ah oui, mes parents, ils étaient ensemble, mais ma mère, en fait, mon père, il est parti quand j'avais 12 ans. Il a quitté ma mère pour une femme un peu plus de 10 ans plus jeune, et puis voilà, maman s'est retrouvée seule, alors elle a essayé tant bien que mal de refaire sa vie, et puis pour nous ça a été difficile parce qu'elle rabâchait constamment votre père, votre père, votre père, votre père, votre père. » La jeune fille de 12 ans qui commence sa puberté et qui rentre dans sa préadolescence va engrammer quelque chose de la maman. On va dire que la maman, à l'époque, quand le mari est parti, elle avait 39 ans. Et puis elle se marie, elle fait sa vie, puis bizarrement, quand elle a 37 ans, elle commence un processus de fidélité à sa mère en commençant à créer quelque chose au sein de son couple qui fait que peut-être, à un moment donné, l'homme va voir ailleurs et le couple s'arrête. Elle va rester sur sa souffrance. Parce qu'en fait, elle reste sur la fidélité de sa mère qui a connu, qui a vécu le drame de son homme qui l'a quitté quand elle avait 37 ans. Et la fille, automatiquement, a engrammé à l'âge de 12 ans, problématique, je deviens une jeune fille, je vais devenir une femme, pour que maman ne soit pas triste et que je puisse lui rester fidèle, l'enfant va toujours rester sur celui ou celle qui souffre le plus. Automatiquement, je vais engrammer dans mon inconscient de mettre en place un sabotage ou un auto-sabotage dans mon couple. Et si ce n'est pas moi qui l'engramme,
je vais choisir le partenaire idéal qui va me permettre de le vivre sans que je le sache. Et donc, ça va créer un processus où la femme ne va pas pouvoir créer son histoire de femme parce qu'elle est restée bloquée sur l'histoire de sa mère, par fidélité. Pour revenir au prénom, ce qui est important, c'est de connaître l'étymologie de son prénom. Parce que le langage des oiseaux aussi est très bien. Si par exemple, vous êtes l'aîné d'une fratrie et que vous vous appelez Sylvie, c'est toujours intéressant de savoir s'il n'y a pas eu une fausse couche avant. Parce que Sylvie est une question. Si elle avait vécu, peut-être que tu ne serais pas là. Simon est aussi une question. Si mon fils est mon fils, est-ce qu'il est bien mon fils? Donc c'est intéressant, quand vous avez votre consultant, de savoir, tiens, il porte ce prénom. Peut-être qu'il est en train de raconter une histoire sans en avoir conscience. Peut-être qu'il porte des mémoires familiales qu'il ne connaît pas. Et c'est intéressant alors dans l'anamnèse de développer ça par rapport à sa demande ou à sa problématique. Par rapport à la fidélité, on dit qu'on va se marier avec une personne qui est en miroir de nos propres secrets. Si l'on est porteur de secrets, mais qu'on ne les connaît pas, on peut les découvrir par le biais du partenaire qui vient en miroir et à travers son histoire ou ce qu'on va découvrir chez lui, on peut peut-être s'interroger et se dire, tiens, est-ce que moi je ne suis pas aussi porteuse ou porteur d'un secret similaire au sein de mon clan? Ce qui est très intéressant, c'est de connaître aussi la place que l'on occupe au sein de sa fratrie. Est-ce que je suis l'aîné? Est-ce que je suis désirée? Comment a été ma conception? Quel a été le contexte géopolitique ou le contexte social de mes parents quand ils m'ont conçu? Parce que tout ça est quelque chose qui peut être important dans la problématique qu'une personne va venir travailler avec vous. Ce qui aurait été super, c'est que j'aurais bien aimé avoir de l'interaction avec vous pour vous donner des exemples, peut-être que vous vivez, mais comme je ne vous vois pas, ça risque d'être compliqué. Donc, il y a, en psychogénéalogie, rien n'est jamais lié au hasard. Tout a un sens. C'est qui? Ah, Francine, ouais. Francine, c'est intéressant. Parce que dans Francine, il y a la France. Oui, et quelque chose que l'on nie. Comme François, à qui on demande d'être franc. Parce que François, ça veut dire sois franc parce que ceux d'au-dessus n'ont pas été. Donc, c'est un joli programme. On a eu pas mal de présidents qui s'appelaient François. Donc, on peut imaginer un peu ce qu'ils portent. Ouais, Francine, excuse-moi. C'était quoi ta question? On rentre dans la fratrie. Quand tu ne sais pas si dans ta fratrie, tes parents, moi je suis la 5 sur 6, je ne sais pas si ma mère a fait des fausses couches. Ouais. Je reste donc forcément dans ce que je crois être ta place. Le numéro 5. Oui. Mais s'il y a eu 2 fausses couches avant moi, je suis un 7 en fait. Oui, donc tu es comme une aînée. Et c'est vrai que c'est important en fait, en psychogénéalogie, vous avez l'aîné qui porte. L'aîné qui porte, c'est vraiment quelqu'un qui va tout le temps être qui a besoin de travailler seul, qui n'aime pas se mélanger aux autres, qui a besoin d'avoir un projet de leader, mais qui est censé porter tous les frères et sœurs qui vont venir derrière lui. Parce qu'à l'époque, dans les époques pas si lointaines de guerre, quand on était l'aîné et que le père ne revenait plus, par exemple, et qu'on avait une ferme ou qu'on travaillait la terre ou qu'on avait une entreprise, c'était automatiquement l'aîné qui devait reprendre le flambeau. Mais si l'aîné était un garçon, c'était super. Par contre, si c'était une fille, c'est un problème. Parce que la fille ne compte pas en tant qu'aînée. Aujourd'hui, c'est en train de changer. Et je vais vous parler des mémoires que l'on peut engendrer, nous, aujourd'hui, au niveau des nouveaux secrets qu'on peut engendrer au niveau de nos enfants ou de notre descendance sans en avoir conscience. Donc, c'est important, effectivement, de savoir si vous êtes bien le 7e.
Et ça, vous pouvez en fait, vous pouvez demander, si vous avez la chance d'avoir encore votre maman, de demander si elle a pu perdre un enfant ou par des thérapies alternatives, on peut le retrouver, ou on peut le retrouver aussi par les prénoms que l'on porte. On peut aussi le retrouver si nous-mêmes, en tant que femmes, on a pu perdre un enfant. Parce que par fidélité, pareil, dans certaines familles, le premier, c'était celui qui mourait jeune ou qui avait ou c'était une fausse couche, parce qu'on dit le curé disait le premier vient protéger ceux qui arrivent derrière. Donc quand on a une croyance, on y croit et on est fidèle à cette croyance. Donc le premier, si je suis par exemple la première de ma fratrie et que maman a perdu son aîné, premier, et que ma grand-mère maternelle a perdu aussi son aîné, là vous pouvez tout de suite vous dire il y a un truc. Même si moi, il y a un truc qui se répète, il y a un schéma qui se répète qui est de l'ordre d'une croyance. Et donc, ce serait d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la racine. On n'a pas des fois besoin de monter très haut, mais quelle est la croyance familiale qui se perpétue pour que, des fois, ça peut sauter une génération. Et si, par exemple, je suis l'aînée, mais que je n'ai pas perdu d'enfant, mais que je suis la deuxième et que c'est mon frère, sa femme a perdu un enfant, mais mon frère, il n'est pas l'aîné, il est le troisième. Mais en fait, si maman a perdu un enfant, mon frère, il n'est pas le troisième, il est le quatrième. Donc, il répète quelque chose. Donc, c'est vraiment important de connaître votre place au sein de votre fratrie, parce que ça évite beaucoup de conflits. L'aîné porte, le deuxième, c'est la mémoire. C'est celui ou celle qui va toujours faire en sorte d'arranger les choses. Mais c'est celui ou celle qui va travailler sur elle ou sur lui, qui va aider les autres, qui va réunir le clan, qui va essayer de comprendre quelque chose. Et si par exemple vous êtes un aîné mais que vous fonctionnez comme ça, demandez à maman si elle n'a pas perdu un enfant. Le troisième, c'est l'émotionnel. C'est celui ou celle qui va vraiment essayer de reproduire le couple de ses parents. Donc si vous avez quelqu'un qui n'arrive pas à faire sa vie et qui ne comprend rien, tiens, allez lui demander comment étaient ses parents. Allez voir quel a été son schéma amoureux à elle. Parce que si c'est une fille, elle va chercher son père. Parce que souvent, le troisième ou la troisième vient recoller les morceaux. Ce n'est pas toujours comme ça, mais c'est le rôle du troisième. Le troisième, c'est l'émotionnel. Donc, c'est celui ou celle qui peut aussi avoir des addictions. Et qui peut développer l'alcoolisme. Le travail est une très jolie addiction. La cigarette, enfin plein de choses comme ça. Le quatrième, c'est celui, si c'est une fille, elle va plus ou moins bien le vivre. Si c'est un garçon mais que l'aîné est une fille, il va être très chiant. Parce qu'il va dire, mais attends, c'est moi l'aîné. Inconsciemment, c'est moi l'aîné. C'est pas Jacqueline, là, qui fait toujours, qui veut faire la chef, c'est moi. Donc, il y aura conflit entre l'aîné et le quatrième. Surtout si l'aîné est une fille et qu'on ne la voit pas, puisqu'elle n'a aucun intérêt. Elle ne transmet pas le nom. Elle ne transmet que la vie. Et à l'époque, ce n'était pas important. Pour les hommes, parce que l'homme transmet ce qu'il a de plus important, son nom. Et la femme transmet la vie. Donc la femme, à un moment donné, elle va trahir son clan pour se mettre avec un homme et elle va nourrir le clan de l'homme. Donc elle va abandonner son propre clan. C'est pour ça qu'on pouvait, quand c'était une aînée, ne pas la reconnaître. Et je pense que dans vos histoires, vous avez forcément une mère, voire une grand-mère, qui a dû porter cette mémoire de souffrance. Pour ce qui est des nouveaux secrets, on a connu la période du Covid en 2019. Et en fait, toutes les femmes qui ont porté un enfant pendant cette période-là, ou qui ont conçu un enfant pendant cette période-là, en fonction de comment le clan a vécu le Covid, l'enfant va développer quelque chose à l'intérieur de lui, qu'on ne verra que plus tard, quand il aura 4-5 ans, peut-être des peurs. Si dans la famille on avait peur d'être contaminé et qu'on a tout fait pour ne pas être contaminé, vous allez avoir un enfant qui va peut-être développer des maladies respiratoires, parce qu'on est très fidèle à l'histoire. Par exemple, la guerre 14-18, beaucoup d'hommes mouraient du gaz hispérite. Donc, ça, forcément, il y a toujours une résonance aussi en psychogénéalogie par rapport à l'histoire. Et donc, nous, on peut être porteurs de ces mémoires-là.
Et donc, on peut développer plus ou moins des problématiques respiratoires. Donc, c'est intéressant quand on a quelqu'un qui, par exemple, a une maladie récurrente, un problème de souffle, demandez-lui si dans sa famille, il n'a pas quelqu'un qui n'est jamais rentré de la guerre ou qui a développé un problème respiratoire suite à la guerre, 14-18. 14-18. Et ça peut se vérifier si, par exemple, vous avez quelqu'un qui s'appelle Gaspard, le gaz qui part. Donc, c'est moderne, Gaspard, mais ça raconte tellement de choses. Je vais revenir sur mon exemple à moi. J'ai donc 3 enfants vivants. Le premier, c'est Geoffroy. La deuxième, c'est Manon, problématique à la mère. Parce que Ma est une problématique à la mère. C'est non, je ne veux pas ma mère. Donc, je m'entends très bien avec ma fille Manon, mais moi, je ne m'entendais pas très bien avec ma mère. Et Lou. Lou, c'est un très joli prénom. C'est moderne. Maintenant, on les agrémente de Louane, Luna. L'étymologie de Lou, ça veut dire catin. Donc, ça veut dire que dans nos mémoires, on peut porter des cocottes. Donc, je suis en train de m'intéresser à la vie des cocottes, qui n'est pas si... Non, ça date des années 50 encore, il y avait des cocottes en France. Ce qu'on appelle des cocottes, c'était des femmes qu'on mettait dans des maisons closes, qui travaillaient pour d'autres femmes et qui donnaient du plaisir aux hommes, parce qu'on pensait, c'était un signe extérieur de richesse, que la femme, toujours grâce à la religion, disait les femmes ne sont là que pour procréer. Si les hommes veulent prendre du plaisir, ils peuvent aller voir des cocottes. Donc les cocottes étaient là pour donner du plaisir. Dans la descendance, ça va donner aussi des problématiques de couple, mais peut-être aussi des hommes qui, à un moment donné, alors je vous la fais très courte, hein, mais qui peuvent, par exemple, aimer être une femme et pas un homme, ne pas accepter le sexe dans lequel il s'est incarné. Et aujourd'hui, on est de plus en plus ouvert à ça. Dans beaucoup d'arbres que j'ai travaillés, j'ai trouvé beaucoup de personnes début 20e, fin 19e, qui étaient journaliers ou journalières. Donc vous savez ce que c'est qu'une journalière. C'était des gens qui allaient à la journée, qui travaillaient à la journée dans des fermes et proposaient leurs services. Ce qui est super. Et ce qui peut poser problème aujourd'hui dans nos générations à nous, c'est des femmes qui n'arrivent pas à se positionner avec un homme, parce qu'elles portent des mémoires de ces femmes-là. On allait à l'église le dimanche. Sur le parvis de l'église, à 10h du matin, il y avait des gens qui venaient de différents villages et qui se retrouvaient. Et puis, il y avait, c'était souvent entre femmes que ça se faisait. Il y avait une femme qui disait nous, on a acheté 2 bœufs, on est propriétaire de 3 champs. Avec mon mari, on ne s'en sort pas, on cherche des journaliers. Et puis, vous avez la femme qui a 10 enfants, dont deux aînés qui sont des filles et qui disent j'aurais 2 filles, si je les avais plus à nourrir, ce serait pas mal. Donc, elle discute avec cette dame et la dame lui dit écoutez, moi, je veux bien une de vos filles que j'embauche en tant que journalière à la journée, qui sera logée, nourrie et payée. Et cet argent, elle vous l'enverra. La femme est heureuse. Sa fille a trouvé du travail. La fille a 14 ans. Elle rentre et elle dit à sa fille, lundi, donc demain, tu prendras ton baluchon et tu iras 3 villages plus loin, chez monsieur et madame Untel, qui ont la ferme Untel. Elle y va. Elle arrive. La dame lui dit tu peux dormir avec les bœufs, si elle a de la chance, ou tu peux dormir avec les cochons, mais non, tu as de la chance qu'on t'héberge. Tu mangeras nos restes, parce que tu es notre esclave. Tu n'es qu'une journalière. En plus, tu es une gamine de 14 ans, et moi, j'en ai marre de me coltiner mon homme, parce qu'il me saoule. J'ai déjà 3 enfants. C'est tout. Donc, quand le mari veut faire la bagatelle, qu'est-ce qu'elle fait, la femme, puisqu'elle a un signe extérieur de richesse? Elle embauche des journalières. Elle dit à son homme, va te servir. Donc, l'homme va se servir chez la pauvre journalière qui ne comprend rien, qui mange les restes. Le dimanche, elle a le droit de rogner les os.
parce que j'ai vraiment travaillé sur ce dossier-là, parce qu'on en a tous dans nos familles, des journaliers ou des journalières qui ont souffert. Et ce n'est pas si vieux, on ne leur donnait rien. À l'époque, ils avaient le droit à 0 jour de congé sur toute l'année. C'est grâce à la guerre 14-18 qu'ils ont eu le droit à 2 jours de congé dans l'année. Le dimanche, ils allaient à la messe des pauvres à 6 heures du matin. Ils devaient être rentrés pour travailler toute la journée pour les patrons. Et le dimanche, les patrons mangeaient du poulet et ils avaient le droit de rogner les os. La famille de la journalière ne comprenait pas pourquoi la fille ne venait plus, n'envoyait pas d'argent, parce que de toute façon, elle n'était même pas payée. À un moment donné, elle tombait enceinte. Alors, ou elle le gardait, ou elle allait voir des faiseuses d'anges. Ça, c'est top aussi, les faiseuses d'anges, parce que dans la descendance, ça peut engendrer des problématiques où il y a des femmes qui n'auront pas d'enfants. Elles viennent juste rééquilibrer la balance de l'arbre. C'est pareil, si vous avez par exemple des femmes qui n'arrivent pas à concevoir, on va dire, c'est peut-être le chemin de la personne aussi, ça fait partie de son chemin. Mais si on va enquêter dans son histoire familiale, peut-être que elle est porteuse des mémoires de l'arrière-grand-père, qui est peut-être allé un peu voir à gauche, et puis à droite, et puis qui a fait des enfants là et là. Et à un moment donné, elle va rencontrer un homme qui, lui, a 2 enfants, et elle va s'en occuper comme si c'était les siens. Ou inversement, c'est l'homme qui va s'occuper des enfants de la femme, qui ne sont pas ses enfants. Il n'est que le père nourricier, mais il n'est pas le géniteur, parce que dans sa famille, il y en a un qui en a fait partout et qui ne les a pas reconnus. Donc, automatiquement, en psychogénéalogie, il faut rééquilibrer la balance de l'arbre. Donc, on peut avoir des choses comme ça qui peuvent se dérouler. Donc, c'est quand même très riche d'aller fouiller dans les histoires familiales et de comprendre quel a été le chemin de la personne.